ne présente plus Notre-Dame de Paris, roman de Victor Hugo sorti en 1831 et adapté plein de fois. D'abord à l'opéra, puis plusieurs fois au cinéma, en muet, en noir et blanc, en couleur, en français, en anglais, en téléfilm et même en comédie avec Patrick Timsit en Quasimodo et Lolo Ferrari en Fée. Bonjour madame. On vient de commencer et c'est déjà n'importe quoi. De tous ceux que j'ai vus pour préparer cette vidéo, celui que je vous conseillerais le plus serait celui de 1939, Quasimodo, avec l'incroyable Charles Laughton, dans le rôle titre. Même si j'ai également beaucoup aimé la version de 56, qui est un film franco-italien avec Anthony Quinn en Quasimodo et Gina Lollobrigida en Esmeralda, qui n'a rien à voir avec Lolo Ferrari. Évidemment, pour nous, public francophone, quand on entend parler de Notre-Dame de Paris, impossible de ne pas penser à la fameuse comédie musicale de la fin des années 90, qui aura entre autres révélé Garou, Patrick Fiori, Hélène Ségara ou Julie Zenati. Pour le meilleur ou pour le pire de la variété française, ça c'est à vous d'en juger. Perso, c'est de loin la meilleure comédie musicale en langue française que j'ai vue. En même temps, j'en ai pas vu des dizaines non plus. Et elle a pour elle d'être plutôt très fidèle au roman d'origine, ce qui est finalement assez rarement le cas, les films ayant souvent tendance à faire survivre Esmeralda. Sauf dans la fameuse version de 56 dont je vous parlais. Tout ça pour vous dire que si vous ne connaissez pas la comédie musicale et que c'est en général un truc qui vous plaît, ben ruez-vous dessus. Et pour tous ceux qui l'ont vu, n'hésitez pas à me dire quelle est votre chanson préférée et pourquoi c'est l'une de Bruno Pelletier. Non, franchement, Bruno Pelletier en Gringoire, c'est merveilleux. Et là, je me rends compte que si vous n'avez vu que le Disney, vous n'avez aucune idée de qui est Gringoire, puisqu'il est totalement absent du dessin animé. Je ne pense pas qu'il soit hyper pertinent de revenir en détail sur le déroulé du roman avant de se lancer dans l'analyse du film, parce que bien sûr, Disney a largement fait à sa sauce. Mais pour bien vous rendre compte de ce qu'ils adaptaient, on est quand même sur une histoire où, à la fin, quasiment tout le monde est mort, tué, exécuté ou bien s'est laissé mourir de chagrin. Oui, à la fin, Quasimodo retrouve le cadavre d'Esmeralda et va se coucher près d'elle pour mourir. Une certaine idée du romantisme, on va dire. Donc, vous vous doutez bien qu'un classique Disney n'avait aucune chance de terminer comme ça. Mais déjà, c'est qui a eu l'idée d'adapter un roman aussi sombre? C'est à David Stainton qu'on la doit cette idée. Il était vice-président au rayon créatif chez Disney à l'époque et pensait que l'œuvre était pleine de personnages mémorables, que les décors étaient sublimes et qu'il y avait tout pour en faire un film visuellement et émotionnellement réussi. Pour réaliser ce gros projet, lancé en 1993, 2 ans après le succès de La Belle et la Bête, il semblait tout naturel de donner les rênes du bousin au duo qui venait de faire un carton, à savoir Gary Trousdale et Kirk Wise. Un duo qui se retrouvera une dernière fois au début des années 2000 pour Atlantide, l'Empire perdu. Vraiment, ces deux-là, c'est un sans faute. Ouais, un sans faute, on va essayer d'oublier que les gargouilles qui parlent, c'était leur idée. Comme souvent, ils ont visité l'endroit où allait se passer le film, en l'occurrence ici, Paris, avec en bonus, un tour hyper privé dans la cathédrale, ayant accès à des pièces et des parties de l'édifice qui n'étaient que très rarement visitées. Bon, il y a énormément à dire sur le film, alors on ferait mieux d'y aller. Direction Paris, en 1482. Ah ouais, ça envoie du lourd dès le début. Après une ouverture épique où la cathédrale est littéralement au-dessus des nuages, comme pour représenter une sorte de paradis, on plonge dans Paris, retrouver notre narrateur, ou en tout cas celui qui sera le narrateur au début puis à la fin, Clopin, bien plus sympa et bienveillant que dans les autres adaptations. Avec une petite chanson d'exposition, il nous apprend qu'il y a quelques années, un groupe de gitans, dont une femme et son bébé, tentaient d'entrer dans Paris avant de se faire surprendre par des gardes et notre méchant du jour, Claude Frollo, qui est ici un juge et non pas un religieux comme chez Hugo, histoire de ne pas trop froisser le public américain croyant. Il course la femme jusque devant le parvis de Notre-Dame, elle chute, s'explose la tête sur les marches, mourant sur le coup. Un parent qui meurt, c'est bon, on est chez Disney. Horrifié à la vue de l'enfant, le premier réflexe de Frollo sera de le jeter dans un puits, avant d'être arrêté par l'archidiacre qui le force à le garder sous peine d'être damné. La peur de l'enfer combinée au regard des statues convainc le juge, mais il n'a qu'une seule condition. Il est en mode « je veux bien l'éduquer, mais par contre, il habite chez toi, hein. » Le mec, il a aucune honte. Au début de sa chanson, Clopin parle de l'histoire d'un homme et d'un monstre, et la conclut en demandant au spectateur lequel des deux est un homme et l'autre un monstre. Une intro hyper efficace qui pose les deux personnages principaux et le thème du film. Le tout avec des visuels époustouflants et une musique fantastique. Je suis pas loin de penser qu'avec Le Roi Lion, c'est l'une des meilleures intros d'un classique Disney. Quelques années plus tard, Quasimodo, devenu sonneur de cloche, nous fait sa meilleure imitation d'une princesse Disney. Ce qu'il veut, lui, en gros, c'est partir là-bas, vivre sur Terre, loin de la... Ah non, attendez, je me suis trompé de chanson, c'est loin des tours et des cloches, c'est ça. Tout ce qu'il demande, c'est un jour en bas, avec les autres, et il sera content. Il est pas trop exigeant, son plus grand rêve, c'est de vivre une journée avec des Parisiens, des rats et des punaises de lit. Ça va. Ce qu'il veut plus exactement, c'est participer au Festival des Fous, sorte de grande fête annuelle où est couronné le roi des fous. Prix décerné aux Parisiens le plus moche. Et on va pas se mentir, il a toutes ses chances, il finit par décider d'y aller, poussé par ses 3 consciences,
Des gargouilles, comic relief ajoutés uniquement pour caser de l'humour poussif et les taper partout dans le marketing pour attirer les enfants et rassurer les parents? Non, je les aime pas trop, mais on va en reparler. Sauf qu'avant qu'il ne puisse faire le pas, Frollo arrive pour bouffer un truc, mais surtout lui rappeler par tous les moyens possibles que Quasimodo est une anomalie de la nature, laid, difforme et qu'il n'a qu'un seul ami, une seule personne à écouter, Frollo lui-même. Tu es difforme. Je suis difforme. Et tu es très laid. L'éducation positive. Quasimodo chante sa petite I Want Song, interprétée en français par Francis Lalanne, qui double également le personnage, ce qui était encore possible parce qu'on était en 96. Belle passe une tête, peut-être parce que les histoires d'amour avec des bêtes poilues, ça la connaît, et on quitte Notre-Dame pour rencontrer deux autres personnages très importants, Phébus, un capitaine qui a été rappelé de la guerre par Frollo, et Esmeralda, une jeune bohémienne, qui va rendre tous les hommes de cette histoire fous amoureux d'elle. Après l'avoir sorti du pétrin plus ou moins uniquement pour ses beaux yeux, il rejoint le juge au palais de justice, et j'ai aucune idée de si le bâtiment a un jour vraiment ressemblé à ça, mais franchement, quand tu dois être jugé et que t'arrives là-devant, je pense que tu crois que c'est foutu. À l'intérieur, Frollo nous prouve encore une fois qu'il est un gars tout à fait fréquentable, puisqu'il est en train de faire fouetter son ancien capitaine des gardes, façon peu subtile de faire comprendre à Phébus qu'il a pas trop intérêt à se louper, avant de lui montrer ce qu'il compte faire des gitans. Autant j'avais trouvé très limite les propos de Glenkin sur Pocahontas quand il disait qu'elle devait être sexy pour que son histoire avec John Smith fonctionne, alors qu'elle est basée sur une gamine de 10 ans, autant la sexualisation d'Esmeralda fait ici sens, même si on pourrait dire, et beaucoup l'ont fait, qu'encore une fois, après Jasmine et Pocahontas, dès qu'une protagoniste Disney féminine est racisée, elle est tout de suite beaucoup plus provocante dans son look, son animation et sa façon de se vêtir. Mais je le répète, ici ça fait pour moi partie du récit, surtout quand on sait ce qu'elle va éveiller chez Frollo. La fête bat son plein, Quasimodo est très mauvais à cache-cache, finit par gagner le prix du plus beau masque, et là, c'est le drame. Mais c'est le sonneur de Notre-Dame. J'adore le fait qu'il faut que quelqu'un le dise pour que Frollo s'en rende compte. Parce que Quasimodo, il est sur la scène depuis 5 minutes là. Donc soit il en a rien à foutre, soit il est aveugle. Mais mon compte était censé être discret. Qu'est-ce que t'as pas compris? Enfin, au moins, il est content. Mais pas pour longtemps, parce que la foule, qui l'acclamait quelques secondes plus tôt, commence à lui lancer des tomates et finit par l'attacher pour l'humilier. Ce changement de ton soudain vient du fait que ce sont en réalité deux scènes bien distinctes qui sont réunies ici en une. Normalement, Quasimodo est élu roi des fous, il y a quelques péripéties avec Esmeralda, il tente de l'enlever et il est condamné à la potence, où il est fouetté avant de supplier qu'on vienne lui apporter à boire, ce que fait Esmeralda, déclenchant l'amour du bossu. Disney voulant à tout prix que son héros n'ait rien à se reprocher, on peut comprendre qu'ils aient décidé d'enlever la partie enlèvement, et puis même si c'est très abrupt, je trouve que la scène retranscrit bien l'effet de meute, et la rapidité dont les choses peuvent s'envenimer dans une si grande foule. Esmeralda le libère, s'attirant les foudres de Frollo, puis n'arrange pas son cas en disparaissant dans un nuage de fumée. Tu sais ce qu'il faisait aux sorcières à l'époque? Quasimodo rentre tout penaud et tout mouillé, suivi rapidement par Esmeralda, qui trouve refuge en Notre-Dame, là où la justice ne peut rien faire contre elle. Elle croise Phébus, ils se battent puis sont sur le point de se rouler une grosse galoche. Exactement 1 minute 30 après s'être rencontrés, je pense qu'on a un nouveau record. Mais malheureusement, Frollo vient gâcher la fête et... Ah ouais, quand même, d'accord Claude. Dans une chanson sans doute assez inspirée de cette belle scène de la version de 39, Esmeralda demande à Dieu d'aider les parias, les laisser pour compte, ou les exclus, comme traduit dans la version canadienne, chantée d'ailleurs par Lara Fabian. Alors que tout le monde, autour d'elle, prie pour l'argent, la gloire, le succès, Esmeralda, qui n'est pourtant pas religieuse, ou en tout cas perçue par beaucoup comme païenne, prie de façon totalement désintéressée, veut le bien de tous ceux qui le méritent, ne demande rien pour elle directement. Elle aperçoit Quasimodo et le suit dans sa tour. Ils échangent beaucoup, Esmeralda est très bienveillante, étant par exemple sans trop de doute la première personne à le considérer comme un vrai être humain et pas comme un monstre. Elle lui fait aussi comprendre que ce que lui a raconté Frollo, sur les gitans et sur lui-même, n'est pas forcément la vérité. Et ce qui devait arriver arriva, Quasimodo, qui n'avait jamais passé autant de temps avec une femme depuis la mort de sa mère, tombe instantanément amoureux. Il l'aide à s'échapper et elle lui fait vraiment beaucoup trop confiance. You've done this before? No. Perso, moi je reste dans la tour. Hein. Elle lui fait un petit bisou et lui donne un genre de talisman qui est censé l'aider si un jour il a besoin d'un asile et... Garde à ton cou ce talisman, clé de la cité des gitans. Il n'y a aucune raison d'être aussi mystérieuse en fait. Pourquoi elle lui dit pas simplement que c'est une carte de la ville et que ce petit symbole là, ça représente la cour des miracles? Elle s'écrit dans Die Hard 3 avec ses énigmes ou quoi? Et là arrive le moment qui, quand je l'ai revu, m'a cassé la gueule. Non, pas la petite chanson de Quasimodo juste avant, vous savez de quel passage je parle. Hellfire est sans doute la meilleure chanson de n'importe quel méchant Disney. Pour plein de raisons.
Pour ceux qui ont besoin d'un petit rappel, dans Hellfire, Frollo est tiraillé entre son attirance pour Esmeralda et sa haine des bohémiens, déterminé à la posséder ou à la tuer si elle ne cède pas à ses avances. Yes, on est dans un Disney et c'est littéralement quelqu'un qui dit qu'il fera brûler une femme si elle ne veut pas coucher avec lui. Quoi ? Je suis pas revenu sur la chanson de Quasimodo, qui est en elle-même assez insignifiante, mais qui prend tout son sens quand on la compare avec Hellfire. Si on traduit de façon littérale, Quasimodo chante la lumière des cieux, là où Frollo parle des flammes de l'enfer, chacun parlant de la même femme. Puis il faut revenir sur les visuels et la mise en scène, cette Esmeralda de feu, dansante, tentant cet homme qui se pensait si droit et irréprochable, qui est maintenant entouré de silhouettes encapuchonnées chantant mea culpa. C'est le juge qui est jugé, le paradis qui s'éloigne, et tout ça dans sa tête, c'est la faute de cette gitane. Cette tentation montre à Frollo qu'il n'est pas celui qu'il pensait être, lui qui ne se remettait jamais en question, peu importe les atrocités qu'il commettait. Comme il le dit au début du film, J'ai la conscience tranquille. ce qu'il ressent pour Esmeralda lui fait douter de la pureté qu'il pensait posséder. Cet homme de pouvoir, souvent montré en contre-plongée, dominant et puissant, est ici tout petit, dans le cadre, apeuré, comme un enfant qu'on aurait mis au coin, jugé par le ciel pour ses péchés, pas loin de glisser vers les flammes de l'enfer. Il a vers la fin de la chanson une phrase qui me semble être primordiale. Il demande pitié pour Esmeralda, puis il demande que Dieu ait pitié pour lui, pour ce qu'il ressent, pour ce qu'il s'apprête à faire. Beaucoup pensent que Frollo est le mal incarné et qu'il se complaît là-dedans, alors qu'en fait pour moi, il est intimement persuadé de faire ce qui est juste. Et lorsque sa passion pour Esmeralda arrive, il souffre réellement, se rendant compte qu'il n'est pas celui qu'il croyait, qu'il est faible face au désir sexuel qu'elle a animé en lui. Il est prêt à céder à la tentation et à être damné, tout ça pour une femme, qui plus est une femme appartenant à une communauté qu'il déteste, et ça le consume de l'intérieur. Mais si elle refuse, il ne pourra pas le supporter, il ne pourra pas accepter qu'elle choisisse un autre, et elle mourra pour la peine. C'est brillant. Et pour la retrouver, ce qu'il va faire, c'est rien de moins que brûler tout Paris. Ouais, quand il a une idée en tête, Claudio, et apparemment surtout quand il pense avec sa teub, rien à foutre du reste, hein. Il nous fait un petit interrogatoire en mode Hans Landa, You're sheltering enemies of the state, are you not? fout le feu à la baraque par frustration, mais heureusement, Phébus se trouve une conscience, sauve la famille, ce qui lui vaut d'être condamné à mort sans aucune forme de procès. Phébus est sauvé par Esmeralda, qui n'était pas loin, et pendant ce temps-là, à Notre-Dame, on va avoir droit à la pire idée du film, pas la chanson des gargouilles. La chanson des gargouilles. On peut pas la passer, t'es sûr? Complètement certain, et pour une très bonne raison, elle est symptomatique du seul réel souci du film. Son ton, ou plutôt ses changements de ton. Pour remettre les choses dans leur contexte, quand on voit ce plan, il est clair que plusieurs maisons sont en flammes, et quand on voit ce qu'est prêt à faire Frollo, il est légitime de penser que certaines de ces habitations étaient pleines, et que des gens sont actuellement en train de brûler vifs. Du coup, c'est le moment parfait pour caser une chanson marrante, vous pensez pas? Au-delà du fait que la chanson soit clairement pas ouf, même pour une chanson de comic relief, que d'un coup les gargouilles développent les pouvoirs du génie et font apparaître n'importe quoi, ce qui me dérange réellement, c'est son placement, et le fait qu'elle casse totalement le ton, passant d'une rafle sanglante et cruelle à une chanson drôle et pleine d'espoir, où les gargouilles expliquent à Quasimodo qu'il a 100% de chance avec Esmeralda. Ouais, c'est foiré, et c'est pas le seul moment où ça pose problème. Parce que si pour moi les gargouilles sont le plus gros souci du film, c'est pour ça, parce qu'elles détonnent totalement. Comment on peut se dire, à un moment où la moitié de Paris crame, qu'on va mettre une chanson rigolote avec les 3 sidekicks du personnage principal? Mais faut pas oublier qu'on est chez Disney, et que leur public principal, c'est les enfants. Même si certains de ceux qui ont travaillé dessus clament qu'ils visaient un public plus âgé, voire adulte, il suffit de se pencher sur le marketing pour comprendre que les exécutifs n'oubliaient pas leur public cible, avec principalement les gargouilles comme argument de poids. Elles étaient dans le trailer, dans les produits dérivés, et c'est même l'un des doubleurs, celui de la gargouille la plus relou, qui présente le making-of. Un making-of qui cite presque toutes les chansons, sauf Hellfire. Comme c'est bizarre. Heureusement, le film est assez bon pour qu'on passe au-dessus, mais certains passages, et en particulier cette chanson, sont compliqués à revoir quand on est adulte. Si je veux être sympa, je peux excuser le piano, les tables de poker et le reste, en me disant que, tout comme les gargouilles, en fait, tout se passe dans la tête de Quasimodo. Un argument qui sera absolument oblitéré par la suite, mais patience, on va en parler de ce truc. Et on peut aussi garder comme positif que ce regain d'espoir est d'autant plus cruel que dans la scène suivante, Esmeralda débarque avec Phébus, demandant à Quasimodo de l'aide, avant de l'embrasser devant sa gueule, brisant le cœur du pauvre bossu. À ce moment-là, Quasimodo pourrait péter un câble, tabasser Phébus, de rage et de tristesse, un peu comme ce qu'il se passe dans le roman, où Frollo poignarde le capitaine alors qu'il s'apprête à passer à l'acte avec Esmeralda. Sauf que ce Phébus-là comptait juste s'envoyer en l'air avec Esmeralda et ne pas la rappeler le lendemain. Un vrai gentleman, on vous a dit. Mais Quasimodo, c'est la bonté incarnée, qui peut être mis dans la friendzone puis sourire quelques minutes plus tard, et prendre soin de celui que sa bien-aimée préfère. En attendant, c'est une autre scène très réussie qui vise juste,
et on peut s'empêcher d'avoir de la peine pour Quasimodo. Frollo vient confronter Quasimodo, qui peine à cacher Phébus, en même temps il l'a tapé juste en dessous de la table, pas loin de penser qu'il l'a fait exprès pour qu'il se crame et qu'il puisse se débarrasser de lui. Mais bon. Et Frollo, après avoir mis le feu à la petite statue d'Esmeralda pour la symbolique, et sachant que Quasimodo sait où elle se trouve, lâche cette petite bombe. I know where her hideout is. Évidemment, il n'en avait aucune idée, mais il va suivre Quasi et Phébus jusqu'à la cour des miracles, trouvée grâce au talisman laissé par Esmeralda plus tôt. Condamnée pour sorcellerie, cette dernière repousse une dernière fois les avances de Frollo et s'apprête à finir en cendres, mais, parce qu'on est quand même chez Disney, Quasimodo utilise une corde magique pour venir la sauver. Une corde spéciale qui reste suspendue juste là où on en a besoin, plutôt que de suivre les lois de la physique en retournant vers la cathédrale. Il la ramène jusqu'à Notre-Dame, et lorsque Frollo s'approche pour en finir avec lui, prêt à poignarder dans le dos celui qui l'a recueilli enfant, le bossu craque, enfin, et se rebelle contre son maître. Esmeralda se réveille, Frollo, habité par sa haine, lève son épée pour la tuer, une fois pour toutes, mais chute, tout en bas, dans un brasier, dans les flammes de l'enfer qu'il redoutait tant. Dans ces dernières secondes, il semble brûler de l'intérieur, comme si cette lueur démoniaque venait du plus profond de son âme. Dans un film qui dit, entre autres choses, que l'important est ce qui se trouve à l'intérieur, le juge prouve qu'au fond de lui, il était ce qu'il a toujours craint, habité par le mal. Bon du coup, ouais, c'est pas vraiment un bon gars le Claude. Quasimodo chute aussi, mais sauvé par Phébus, il accepte son rôle dans la friendzone éternelle, c'est de nouveau la fête, Quasimodo est aimé par tout Paris, tout est bien qui finit bien, et c'était un putain de bon film. Oui, il a ses quelques soucis, les gargouilles sont clairement pas indispensables, et plombent plusieurs fois le rythme et le ton de l'ensemble, mais à part ça, quelle claque, quelle surprise! Je l'avais pas revu depuis très longtemps, et dès la première scène, sa noirceur, ses visuels et la musique d'Alan Menken, j'ai su que ça allait être réussi. Et j'ai pas été déçu, au contraire. À aucun moment je ne pensais qu'un classique Disney allait aborder des thèmes aussi sombres que le désir interdit d'un homme, qui allait le pousser à cramer la moitié de Paris et à condamner à mort la femme qui ne voulait pas de lui, ou que le héros allait terminer le film sans avoir la fille qu'il convoite, qu'il aurait son cœur brisé devant nos yeux, ou que le film allait s'ouvrir sur la tentative de noyade d'un nouveau-né. En vrai, c'est assez fou, et apparemment les pontes de chez Disney étaient pas hyper chauds à la base. Tu m'étonnes, parce que même si tout est aseptisé par rapport au roman, que beaucoup de personnages sont refaçonnés pour mieux passer dans l'univers Disney, et qu'à la fin tout le monde va bien sauf le méchant, les thèmes et certains passages sont compliqués à faire passer dans un divertissement pour gosses. Rien que pour Hellfire, le film a failli se prendre un moins de 13 ans. Et encore, dans l'une des premières versions, la Esmeralda dans les flammes était nue ou presque. Mais faut reparler un peu de Frollo quand même. Pour revenir sur la miniature et la question qu'elle pose, si je devais donner mon avis, je dirais qu'il est sans conteste l'un des plus intéressants et complexes que nous ait offert la compagnie. Comme je le disais, il n'est pas méchant pour le plaisir, il pense faire ce qu'il est censé faire. Le tout sans jamais se remettre en question, jusqu'au jour où il a posé ses yeux sous sa robe de gitane. Il voit le mal partout sauf en lui-même, se pense saint alors que sur les 7 péchés capitaux, il se rend coupable d'au moins 5 d'entre eux. Sa relation avec Quasimodo est très réussie également, il lui a complètement lavé le cerveau, le pauvre jeune homme ne voit que par lui, voit la vie par son prisme, et boit ses paroles. Il est moche, c'est un monstre, tout le monde va le rejeter s'il descend, les bohémiens sont tous dangereux, et moi, Frollo, je suis ton seul ami, le seul que tu dois croire et écouter. Au moment où il le recueille, Frollo se dit qu'un jour, il aura bien une utilité. Et effectivement, à la fin, Quasimodo le mène jusqu'à la cour des miracles. C'est tiré par les cheveux, mais ça passe. Globalement, le bossu Notre-Dame est un excellent Disney. Visuellement bluffant, sauf pour quelques personnages en 3D qui ont l'air d'avoir été vidés de toute vie, mais bon, c'était les 90s, on faisait ce qu'on pouvait, qui s'approprie complètement l'œuvre de Hugo pour la raconter à sa sauce, tout en osant y distiller des thèmes forts et rares dans le cinéma d'animation dit pour enfants. Comme quoi on peut faire des films destinés aux gosses sans pour autant les prendre pour des débiles profonds. Parce que pour l'avoir vu des dizaines de fois étant gamin, je peux vous dire que tout le côté luxure, sexe et autres nous passe totalement au-dessus à cet âge-là. Et je m'en plains parce que je le vois aujourd'hui avec mes yeux d'adulte, mais les gargouilles sont là pour les enfants et fonctionnent sur eux, et ont fonctionné sur moi à l'époque. Bref, un classique Disney complet et mature qui se termine sur une belle morale d'acceptation et qui se suffit amplement à lui-même. Donc évidemment qu'ils ont fait une suite! Réputé pour être l'une des pires suites de l'histoire des mauvaises suites direct ou vidéo de Disney, le bossu de Notre-Dame 2, le secret de Quasimodo est... C'est nul, c'est vraiment pas bien, c'est moche, c'est inutile, on va pas tourner autour du pot pour un truc pareil. Cela dit... Bah ouais, cela dit, je m'attendais presque à pire, au vu de sa réputation. Qu'on soit bien d'accord, l'animation est à la ramasse, surtout comparé au premier, on est sur un niveau de mauvais dessin animé du samedi matin dans les années 90. Ça réussit à détruire le peu de subtilité qu'avaient les gargouilles, puisqu'il est prouvé qu'elles sont réellement vivantes et pas uniquement dans la tête de Quasimodo. Certains personnages sont là pour être là, genre Esmeralda qui ne sert absolument à rien, c'est effrayant. Mais je dirais que le scénario, bien qu'il soit prévisible dès ses 5 premières minutes, n'est pas insultant.
C'est une petite romance, bien codifiée, avec un mensonge et une révélation archi basique, mais l'alchimie entre Quasimodo et sa nouvelle copine est présent. L'histoire est très simple, c'est un méchant, qui veut, en plus d'être méchant, être riche, et dans Notre-Dame, il y a une nouvelle cloche, la fidèle, qui est remplie de pierres précieuses à l'intérieur, et il veut la voler pour être riche et méchant. Et pour ça, il va utiliser sa jolie assistante pour qu'elle séduise Quasimodo et qu'il puisse voler la cloche tranquille. Sauf qu'elle va vraiment apprécier le bossu, ils vont tomber amoureux, elle va trahir le méchant, blablabla, c'est du basique sur 20, bref. Ça dure à peine 1 heure et c'est déjà 2 fois trop long. Ah, et si vous n'aviez pas bien compris le message du film précédent... Mais oui, vous savez, la beauté se trouve à l'intérieur, comme la cloche, vous avez vu? Elle est super belle à l'intérieur, c'est fou ça. Et le méchant qui est méchant, qui veut être riche, il se fait toujours tout beau, mais en vrai, il est moche à l'intérieur. Vous avez compris ou pas? Ouais, c'est bien nul, et je reverrai plus jamais ce truc de ma vie. Si ça vous a plu, avant de vous donner ma note, n'oubliez pas de commenter, liker, partager, soutenir la chaîne, ça fait super plaisir. Le Bossu de Notre-Dame fait pour moi sans conteste partie de ce que la compagnie a produit de meilleur, et il mérite bien un 16,5 sur 20. On se retrouve ce week-end, oui, déjà ce week-end, pour parler non pas d'un film, pas de 2 films, mais bien de 3 films des années 90. Ciao!